Facecam, ton calme, presque confidentiel, regarde personne. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'expertise. On nous apprend, depuis l'école, qu'un diplôme est une preuve de savoir, qu'une blouse blanche est une garantie de vérité. On regarde ces gens avec une confiance presque religieuse parce que ils ont mémorisé des briques de 800 pages. Mais voici le premier retournement de cerveau. Il y a une différence abyssale entre connaître le nom d'une chose et comprendre cette chose. Image d'archives, un hôpital des années 40, ambiance tamisée. En 1941, une jeune femme nommée Arlene Greenbaum se meurt. Elle a une bosse au cou. Son oncle, médecin diplômé, lui dit de frotter ça avec de l'huile d'oméga. C'est son avis médical. Quand ça empire, un deuxième médecin l'enferme en quarantaine. C'est la typhoïde, dit-il. Gants, masque, protocole total. C'est là qu'entre en scène un gamin de 22 ans. Pas de diplôme de médecine, pas de formation clinique. Juste un étudiant en physique qui refuse de se laisser impressionner par le décorum. Il s'appelle Richard Feynman. Il ne connaît pas les maladies par cœur, mais il sait lire un test. Il demande au docteur comment s'est passé le test de Widal, le test spécifique pour la typhoïde. Le docteur répond négatif, coupe des projecteurs, analogie. C'est comme si un mécanicien vous disait que votre réservoir est vide, alors que la jauge indique qu'il est plein, et qu'il insistait pour vous faire payer 100 litres d'essence. Feynman demande pourquoi la traiter pour une maladie que vos propres tests disent qu'elle n'a pas. La réponse du médecin, il n'argumente pas sur la biologie. Il va voir les parents de la fille et se plaint de l'arrogance du jeune homme. Le système ne défendait pas la santé d'Arlène. Il défendait son propre prestige. Spectateur, mais enfin, c'est un expert. Il doit savoir quelque chose que Feynman ignore, non? Moi, c'est ce qu'on veut croire pour dormir tranquille. Mais Feynman venait de découvrir la faille fatale de notre civilisation. On forme des gens à mémoriser la carte, mais on ne leur apprend jamais à regarder le paysage. Arlène ne guérit pas. Les ganglions gonflent partout, aisselle, laine, le cou. Un nouveau médecin arrive, l'air grave, et lâche une étiquette « maladie lymphatique ». Mais laquelle? Le silence revient. Feynman, lui, ne se contente pas d'un je ne sais pas habillé de latin. Il fonce à la bibliothèque de Princeton. Il ne cherche pas une opinion, il cherche la mécanique du vivant. Il ouvre les manuels de médecine et tombe sur cette phrase. La tuberculose des glandes lymphatiques est très facile à diagnostiquer. Feynman l'écarte immédiatement. Son raisonnement? Si c'était facile, ces génies en blouse blanche l'auraient déjà trouvé. C'est une logique pure de physicien. Éliminer le trivial pour traquer l'impossible. C'était sa plus grande erreur de jugement, mais elle était statistiquement magnifique. Il continue sa lecture et tombe sur ce qu'il appellera plus tard la preuve de l'ignorance organisée. Il découvre deux termes médicaux pour désigner la même pathologie. En creusant la littérature, il réalise que la seule différence entre ces deux maladies, c'est le résultat final. Si le patient meurt, c'est l'étiquette A. S'il survit un peu, c'est l'étiquette béton ironique, analogie du quotidien. Imaginez un garagiste qui vous dit « Si votre voiture explose sur l'autoroute, c'était une défaillance de type alpha. Si elle s'arrête juste sur le bas-côté, c'était une défaillance de type bêta. Vous lui ririez au nez. » Pourtant, c'est ainsi que des médecins formés naviguaient entre la vie et la mort. Feynman, c'était le choc. Le jargon n'était pas un outil de précision, c'était un cache-misère pour dissimuler un vide de compréhension. Il finit par poser le diagnostic lui-même, maladie de Hodgkin. Un cancer incurable à l'époque. Quand Arlène demande à son médecin c'est « Est-ce que ça pourrait être Hodgkin ?» L'expert bafouille. Eh bien, oui, c'est une possibilité. Un étudiant de 22 ans venait de percer le brouillard. La différence? Le physicien n'avait pas peur d'admettre les limites du savoir. Le médecin, lui, mettait un point d'interrogation sur son propre dossier médical, incapable de voir que ses certitudes n'étaient que des mots mémorisés dans un livre poussiéreux. Transition visuelle, zoom sur un couloir d'hôpital aseptisé. Le moment le plus révélateur de ce drame ne se trouve pas dans les livres de bord, mais dans un couloir, après une réunion de crise. Une infirmière pousse le fauteuil d'Arlène. Soudain, un petit homme sort en courant de la salle de conférence, essoufflé. C'est un médecin du quartier, un simple invité. Il rattrape Arlène et Feynman et pose une seule question. Dites-moi, est-ce que vous crachez du sang? L'infirmière le repousse violemment. Partez. Comment osez-vous demander ça à une patiente? Elle se tourne vers Feynman et soupire. C'est un docteur du coin, il vient aux réunions et il crée toujours des problèmes. Face cam ton grave. Feynman écrira plus tard 3 mots terribles, je n'ai pas compris. I didn't catch on.
Cracher du sang, c'est le symptôme manuel de la tuberculose, la maladie qu'Arlène avait réellement. Ce fauteur de troubles était le seul dans tout l'hôpital à poser la question qui importait. Mais le système l'a fait taire. Pourquoi? Parce que sa question ne cadrait pas avec la théorie officielle que les experts avaient décidé de suivre. C'est le paradoxe de l'expert, quand la réalité contredit le manuel, l'expert préfère souvent ignorer la réalité pour sauver le manuel, l'hôpital finit par c'est Hodgkin. Fatal. Incurable. Mais au lieu de la vérité, les médecins proposent un mensonge. Dites-lui que c'est une fièvre glandulaire. Feynman refuse de tricher avec le réel. Mais ce qui suit est une embuscade émotionnelle. Ses parents, ses tantes, le médecin de famille, tous s'unissent pour le briser. Sa propre sœur de 11 ans le frappe à la poitrine en pleurant. Elle est trop belle pour souffrir comme ça, silence dramatique. sous la pression, le génie de la physique craque. Il écrit une lettre d'adieu à Arlène, au cas où elle découvrirait son mensonge, et la garde dans sa poche. Il entre dans sa chambre. Arlène le regarde droit dans les yeux. « Richard, dis-moi la vérité. Est-ce Hodgkin ou une fièvre glandulaire ?» Là, l'homme qui avait juré de ne jamais se mentir à lui-même murmure le plus grand mensonge de sa vie. À cet instant, Feynman a compris que le système n'avait pas seulement échoué à soigner Arlène, il l'avait forcé, lui, à trahir leur lien le plus sacré. Arlène n'était pas dupe. Une semaine plus tard, elle convoque Richard. Il lui avoue la vérité, le cœur en miettes. Sa réaction? Pas de larmes, pas de colère. Elle le regarde avec une tendresse infinie et murmure « Mon Dieu, ils ont dû te faire vivre un enfer. » C'est elle qu'il console. Elle finit par lui dire cette phrase qui définit leur pacte avec le réel. « Tu aurais dû t'y tenir. On sait ce qu'on fait. On a raison. » Puis vient le coup de grâce de l'absurde. Le diagnostic final tombe, des mois trop tard. Ce n'était ni une fièvre glandulaire, ni la maladie de Hodgkin. C'était une tuberculose lymphatique, probablement contractée à cause de lait non pasteurisé. Chaque expert, avec ses diplômes et sa morgue, s'était trompé. Le petit docteur gênant qui demandait si elle crachait du sang était le seul proche de la vérité, mais il n'avait pas le bon rang social pour être entendu. Arlène meurt le 16 juin 1945. Elle a 25 ans, Imèche, une horloge ancienne dont les aiguilles sont figées. L'horloge de sa chambre s'arrête pile à 9h21, l'instant précis de son dernier souffle. Pour n'importe qui, c'est un signe mystique, une preuve de l'au-delà. Pour Feynman, même dans le deuil le plus noir, la science reste une bougie. Il savait que le mécanisme de cette horloge était fragile. Il l'avait réparée lui-même. Il a compris que l'infirmière avait dû la soulever pour vérifier l'heure dans la pénombre, perturbant le balancier. Feynman préférait la vérité mécanique au réconfort du miracle. Il refusait de se laisser berner, même par son propre chagrin. Cette obsession de la vérité sous le capot, il l'emmène à Princeton. Il s'inscrit en biologie. Premier cours, on lui demande d'étudier le système nerveux d'un chat. Il va à la bibliothèque et demande, très sérieusement, un plan du chat. La bibliothécaire le regarde comme s'il avait perdu la raison. Vous voulez dire un diagramme zoologique? La rumeur fait le tour du campus. Il y a un physicien idiot en biologie qui cherche un plan du chat. Mais Feynman pointe du doigt la vraie folie. Ses camarades passaient 4 ans à mémoriser le nom de chaque nerf, chaque insertion musculaire, chaque os. Feynman, lui, pouvait trouver ces noms en 15 minutes dans un manuel. Eux connaissaient la carte, lui voulaient comprendre comment le chat fonctionnait. Ils avaient mémorisé le dictionnaire, mais ils étaient incapables d'écrire une phrase. C'est là qu'il commence à formuler son concept le plus décapant, la science du culte du cargo. En 1974, Feynman donne un nom à ce cancer de l'intelligence. La science du culte du cargo. Imaginez des insulaires du Pacifique qui, après avoir vu des avions apporter des vivres pendant la guerre, construisent des pistes en bois, des tours de contrôle en paille et des casques en noix de coco. Tout ressemble à un aéroport, mais les avions ne se posent jamais. On nous dit « Vous pouvez avoir les blouses blanches, les diplômes et les revues prestigieuses. Si vous n'avez pas l'intégrité de remettre en question vos certitudes, vous ne faites pas de la science. Vous faites du théâtre. » Musique, tension montante, puis apaisement. Aujourd'hui, en 2026, le constat est brutal. Des revues médicales utilisent encore les mots de Feynman pour décrire une crise de la reproductibilité. On publie des études qui s'effondrent dès qu'on essaie de les refaire. On suit des protocoles parce qu'ils sont écrits, pas parce qu'ils marchent. Et le premier principe de Feynman résonne plus fort que jamais.
Vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. En 1978, c'est au tour de Feynman de faire face à la machine. Un cancer rare, une tumeur de la taille d'un ballon de foot. Pendant 10 ans, il se bat. En 1988, alors que ses reins lâchent, il analyse sa propre faim avec la même lucidité qu'il analysait Arlène. Il refuse la dialyse, il pèse les faits, le coût, la qualité de vie. Il ne cherche pas un miracle, il cherche la vérité de sa propre existence. Ces derniers mots? Je détesterais mourir 2 fois. C'est tellement ennuyeux. Ton philosophique. Regard caméra sincère. La science n'est pas un catalogue de réponses. C'est la croyance en l'ignorance des experts. C'est ce qui nous sépare des bâtisseurs de pistes en paille. La beauté du réel n'est pas dans le confort d'un diagnostic rassurant, mais dans le vertige de comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Feynman a perdu la femme qu'il aimait parce que des gens ont préféré leur manuel à la réalité. Ne faites pas la même erreur. Ne soyez pas celui qui mémorise la carte. Soyez celui qui explore le terrain. Le monde est infiniment plus complexe et plus beau que n'importe quel texte sacré ou médical. Si vous voulez voir le réel tel qu'il est, sans filtre et sans peur, abonnez-vous.